Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. On respire pas dans cette merde. Salut! Bienvenue dans cette vidéo à la con où on va parler d'horreur. Voilà, parce que avant de parler de quoi que ce soit, je préviens, le prochain Canapé Hurlant est en train de se faire et va mettre énormément de temps à sortir, sans doute. Donc, je vais faire cette vidéo à la con, une petite vidéo chill, tranquille, parce que j'avais envie de parler d'horreur. Je préviens, si vous entendez des bruits à la con, c'est mes voisins. Hein? J'adore ma vie. Bon, on va faire la solution de la facilité, et on va faire un top. Quelque chose avant de commencer, il y a des outsiders à ce top. Il y a des films que j'adore, mais que j'ai pas pu mettre dedans, pour plusieurs raisons. Alors, premièrement, on a Predator. Predator, que j'adore, hein, bien évidemment, mais je me tâte encore à savoir si c'est vraiment un film d'horreur. Beaucoup de gens disent que c'est un putain de film d'action, ce qui est pas faux, mais quand même, putain, la place que prend le Predator et l'ambiance qui se construit autour, ça se rapproche vraiment de règles d'horreur, quoi. Et moi, je trouve qu'il est à considérer comme tel. Puis bon, un film d'horreur peut être aussi un film d'horreur / action, donc dans tous les cas, voilà. Dans le doute, je l'ai pas mis. Et après, dans les autres outsiders, on a The Lighthouse et le Dracula de Coppola. Et je les ai pas mis tous les deux parce que j'adore ces films, hein, déjà, mais je les ai vus qu'une fois, voilà. C'est pas des films que j'ai pu revoir, sur lesquels j'ai pu vraiment choper de recul ou quoi. The Lighthouse, bah il est sorti récemment. Et le Dracula de Coppola, je l'ai pas revu depuis. Il se trouve que, pour le Dracula de Coppola, c'est génial, enfin cette ambiance, cette réalisation, tout est parfait. Gary Oldman est génial dans le rôle. Je peux pas des masses en parler parce que je l'ai pas revu et que j'ai simplement des souvenirs du film. Et j'estime que bah, c'est pas assez pour le coller dans un top, malgré le fait que j'adore ce film, vraiment. Et donc, The Lighthouse, ce film est excellent, si vous l'avez pas vu, matez-le, c'est vraiment une claque, faut se le mater dans des ambiances particulières. Moi j'ai eu la chance de le voir au cinéma, et je sais que je l'ai vu avec des potes, et on a fini enfoncés tous dans notre siège tellement le film nous avait claqué la gueule, quoi. Ce top est complètement subjectif, bon ça c'est normal, c'est dans le truc. Aussi, il est possible qu'il change avec le temps, parce que mes goûts changent, et puis il y a aussi que j'ai pas une culture en termes de cinéma d'horreur qui est super balèze. Je suis juste passionné, et je découvre un peu plus chaque jour. Mais voilà, tout ça pour dire que mon avis est provisoire, quoi qu'il arrive, j'aime ces films, je pense que je les aimerai relativement toujours, mais il est possible que je découvre d'autres choses, et tout ça. Ok, bon, bah on va attaquer avec la 10e position, Freddy contre Jason. Oui, c'est une vanne. Bien sûr que c'est une vanne. Oui, voilà. Bon, on va attaquer avec la vraie position cette fois-ci. Numéro 10, The Collector. Alors, que dire à propos de ce film? Eh bah, c'est une pépite qui m'a l'air assez méconnue du grand public, ou alors peu aimée. J'ai vu 2-3 trucs, enfin 2-3 sites, on va dire pas forcément de bonnes choses. Alors, c'est sûr qu'il est pas excellent, il est pas parfait, il a plein de défauts. Notamment énormément de plans hyper space qui se rapprochent limite de l'expérimental des fois, où t'as des plans qui n'ont aucun sens, genre une espèce de plans dans les putains de nuages qui descendent et qui vont se finir dans des yeux d'araignée. Alors ça participe à l'ambiance, et je trouve que ça lui donne un charme, je trouve. Mais je comprends que ça puisse troubler, disons. Bah parce que c'est vachement zarbe quand même. Mais à part ça, le film a une ambiance de ouf, le pitch est génial. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, le pitch c'est un cambrioleur va dans une maison dans laquelle il a travaillé en tant que déménageur, voilà. Et il se trouve que la maison est déjà occupée par quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre en question est pas forcément très gentil, voilà. Donc on va suivre ce gars se démerder pour survivre au fur et à mesure du film, avec un méchant qui est putain d'iconique. Enfin, je veux dire, le collector, il a une gueule, il respire quelque chose qui mériterait sa place dans les grands tops que je vois par exemple sur IMDb ou ce genre de conneries, où vraiment j'ai l'impression qu'il est sous-coté ce film, vraiment. Et moi ça me rend triste parce qu'il y a des scènes qui sont incroyables. Je prends pour exemple la scène de baise, hein, pour dire ça vulgairement. Elle prend exactement ce que font tous les autres films d'horreur et elle te retourne ça. C'est-à-dire que dans d'autres films d'horreur, bon, saga Vendredi 13 en top list, hein, la baise te tue. C'est une règle d'horreur. Et là, la baise pendant un certain moment leur sauve la vie, jusqu'à ce qu'ils arrêtent complet. Donc que le collector s'en rende compte et que ça se barre en couille. Cette scène a une ambiance, un truc, puis même le jeu de réalisation est génial, on utilise des plans zénithaux à beaucoup de moments pour passer de pièce à l'autre et passer du cambrioleur au tueur, c'est
c'est génial, le film est excellent, les retournements de fin sont un peu prévisibles, et The Collection m'avait énormément déçu, donc The Collection, la suite. Putain, je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose qui soit un peu plus fat, un peu plus grand, mais rien que la scène d'intro, on est sur quelque chose qui est vraiment beaucoup trop barré pour ce que c'est, et malheureusement je trouve que le film cabotine à essayer de faire des choses. C'est le syndrome Saw 2, si vous voulez, le réalisateur a taffé sur Saw, avec James Wan, et il se trouve que c'est le même syndrome. Le premier avait un pitch de malade, simple, efficace, et le deuxième, on te met un groupe de personnes qui sont dans une maison, et ils doivent survivre, mais la maison c'est la maison du tueur, qu'il a fabriqué lui-même, tout ça. Je sais pas, j'accroche pas des masses au délire. Alors, attention, je l'ai vu qu'une fois, le The Collection, faudrait peut-être que je le revoie. Bon, je crois que j'ai tout dit sur The Collector, matez-le, vraiment, si vous arrivez à le trouver en DVD, parce que moi, il se trouve que cette petite pépite-là, j'en suis très fier et je la garde, parce que j'ai miséré à le trouver. Je sais pas exactement pourquoi, et ça a pas dû être fait en beaucoup d'exemplaires, mais si vous arrivez à le trouver, matez-le, ça vaut le coup. Numéro 9, maintenant, la créature du lagon noir. Alors là oui, on attaque dans des choses qui sont pas connues aujourd'hui en fait malheureusement, parce que oui c'est un film des années 50 que beaucoup considéreraient comme un nanar, moi c'est pas mon cas, j'adore ce film, c'est très particulier, forcément à l'heure d'aujourd'hui ça a vieilli, ça serait hypocrite de pas le dire, ça a vieilli, ça a des codes de l'époque, mais je trouve qu'il respire une poésie ce film, parce qu'en soi je le classe dans un film d'horreur, je pense qu'il y en a quelques-uns qui arriveraient à me faire chier quand même par rapport à ça. J'estime que c'est un film d'horreur, parce que j'estime que, même si la créature est iconisée comme une sorte de chose un peu divine qu'on n'arrive pas à comprendre, cela n'empêche que elle finit par buter des gens en fait. Les personnages sont flippés de cette créature parce qu'ils la comprennent pas. Et ce qui est drôle, c'est que, bah justement, elle est pas forcément spécialement méchante. Ouais, on est loin du tueur de The Collector par exemple, vous voyez. C'est juste, c'est un... Je pourrais pas dire un animal, parce que c'est pas vraiment ça justement, mais c'est... Elle réfléchit avec ses codes à elle. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point l'être humain comprend pas ça. Et que bon, bah, unique, on va juste aller étudier et se démerder pour voir ce que ça peut nous apporter, alors qu'on laissez-la tranquille, bordel. Mais la créature est vraiment, elle est belle déjà. Moi, je trouve qu'elle a un design de ouf. Elle bouge dans l'eau, c'est... Pour l'époque, c'est magnifique. Elle a été faite, de toute façon, son design a été conçu pour qu'elle puisse nager tranquillement. Et même dans ce que la bestiole a installé plus tard. Donc c'est grâce à ça qu'on a eu notamment des trucs comme la forme de l'eau, ou alors Abe Sapiens de Hellboy. Bah ouais, bon, alors, en l'occurrence on se rend compte que Guillermo del Toro aime beaucoup ce genre de personnage, quand on voit déjà ce qu'il en avait fait de Abe. Parce que, à la base Abe c'était pas un perso aussi iconique que ça. Et justement, Guillermo del Toro s'est inspiré de la créature du lagon noir, dont il est très fan, pour lui rendre ce côté, pour le déifier en fait. La bestiole elle est juste magnifique quand elle chope la final girl, entre guillemets, c'est pas vraiment ça, mais quand elle chope la nana à la fin, elle a quelque chose de tellement presque extraterrestre en soi. Et pour l'époque, je pense que ça faisait flipper de se rendre compte, de se dire putain ça se trouve il y a des coins inexplorés où on n'a pas vu ce genre de bestiole. Et dans la poésie du film, vraiment ça me touche et je trouve ça incroyable. Et ça, je pense que ça perdurera à travers les années, mon amour pour ce film. Les rats font du bruit. Elle a envie de dire bonjour, cette connasse. Ouais, j'ai des rats qui font chier juste à côté, là. Elle a envie de vous dire bonjour. Tu dis bonjour? Elle a dit bonjour, merci, casse-toi. Maintenant, tu fermes ta gueule, hop. Numéro 8, La Mouche, de Cronenberg. Alors oui, c'est pas très original de dire que La Mouche est un chef-d'œuvre, voilà, et de dire que c'est un des meilleurs films d'horreur qui ait jamais été fait. Je vous l'accorde, mais comme c'est subjectif, quoi qu'il arrive, je peux pas ne pas le dire, en fait, je peux pas ne pas en parler, tant ce film est génial. Puis bon, quand vous verrez le top 1, de toute façon, vous verrez que je suis pas super original sur beaucoup de choses. La Mouche, c'est un film qui va droit au but. Moi, ce que j'adore, c'est que, à quel point Cronenberg se casse pas le cul à mettre des scènes inutiles. Si vous regardez bien, dans le film, il n'y a pas une putain de scène, il n'y a pas un moment qui n'est pas utile au scénario. Il n'y a pas un plan, tu vois, par exemple, quand je parlais de The Collector avant, je peux vous en citer plein des scènes qui sont pas spécialement utiles au scénario. Par contre, dans La Mouche, c'est incroyable de voir à quel point tout tape juste à chaque fois, à chaque scène. Puis en plus de ça, la réalisation de Cronenberg, bien sûr, est géniale. Le jeu de Goldblum est excellent. Et puis putain, merde, c'est cette iconisation. J'ai pas vu le film original des années 50, lui aussi. J'aimerais bien le voir. Puis même le côté très universal créature à la fin. Quand je prends pour exemple ces passages où elle saute, vraiment elle fait des bonds de ouf, elle enfonce les fenêtres. Ça fait limite comics en termes d'esthétique.
Ça fait vraiment genre vieux Tales from the Crypt, tu vois. Mais Tales from the Crypt, bien branlé. Tales from the Crypt sans le côté nanar, sans le côté vraiment série B. C'est vraiment le Tales from the Crypt qui tape juste. Comme quoi, on peut se démerder pour faire un film de monstre avec une ambiance très particulière, avec un truc très pulp en soi, mais qui tape juste, qui tape dans du chef-d'œuvre en fait. J'ai pas d'autre mot pour ce film, c'est un chef-d'œuvre parce que c'est en effet le film le plus connu de Cronenberg. Mais c'est aussi une sorte d'apogée, le gars il se ramène, il pose ses couilles bien comme il faut, et il te filme chaque putain de seconde de ce film avec la justesse parfaite, avec ce qu'il faut pour que ce soit beau, pour que ce soit bon, pour que ce soit flippant au bon moment, pour que ce soit glauque aussi, parce que putain il y a des trucs dans ce film, fou. Ouh, j'aime ce que je vois, j'aime ce que j'ai mis en termes de top là. Numéro 7, 28 jours plus tard. Ah, je vais mettre quelque chose au clair ici et maintenant. Danny Boyle est un putain de génie. Bon, inutile de préciser que je suis très fan de Trainspotting, et ça c'est évident. Mais après on prend des films comme par exemple Slumdog Millionaire. Je l'ai pas vu depuis très longtemps, mais il m'avait vraiment laissé une marque. Regardez Trans, si vous l'avez pas vu. Je crois que c'est pas super connu, c'est vraiment spé, c'est excellent. Si vous avez pas vu ce film, je vous le conseille. Et si vous avez pas vu, bien sûr, 28 jours plus tard, matez-le, mais évidemment. Ce film est parfait. Tous les passages anxiogènes sont vraiment timés au poil de cul près. Les zombies sont vraiment flippants, parce que par exemple, je ne citerai pas une série très connue du nom de Walking Dead, où les zombies puent la merde et où tu te demandes mais pourquoi est-ce que c'est aussi connu, pourquoi tout le monde galère à ce point-là dans ce monde, quand tu vois à quel point les zombies sont pétés. Dans 28 jours plus tard, t'as vraiment peur. Puis t'as peur pour le personnage, pourquoi? Parce que malgré le fait que, en effet, on te le présente, on te le balance de but en blanc. Bah justement, le fait qu'il soit, premièrement, pas super personnifié, si je puis dire, bah ça te fait que tu te projettes immédiatement dans ce gars-là qui est paumé, parce que t'as rien d'autre à faire vu que c'est le seul être humain que tu vas pouvoir observer dans cette ville immense et surtout dans cette ville vide, quoi. À part ça, on peut aussi noter la réal qui est parfaite. Le rapport à la qualité de caméra, j'ai connu des gens qui me disaient oui bon ouais au début c'est un peu naze, la caméra elle est un peu floue, dégueu, mais c'est fait exprès. C'est le principe du film, c'est de te montrer à quel point le personnage il est dans la merde, il patauge dans un monde qui est plus le sien et qu'il ressort du coma et qu'il arrive presque en enfer. Et Danny Boyle, il te chope des caméras avec une qualité de merde pour te filmer le personnage de façon la plus crade au monde, avec vraiment des lumières très surex des fois. Puis plus ça va, plus la caméra va évoluer. Je prends le moment, par exemple, à la toute fin, dès qu'il prend son aise et dès qu'il commence à être balèze et qu'il devient une putain d'icône, le mec. On a une caméra super balèze et on te met des textures d'un coup. D'un coup, le personnage, il est mouillé. D'un coup, le personnage, il transpire. D'un coup, tu vois vraiment ses larmes, tu vois vraiment la boue qu'il a sur lui. C'est parce que il est pour te montrer le palpable, vraiment, de ce que vit le personnage. Et comme t'as appris à le connaître et que t'as appris à t'y attacher, bah, t'as envie d'être de plus en plus attaché à lui. Et à la fin, vraiment, quand il finit par se saloper la gueule dans tous les sens, non seulement on te montre qu'il y va pas par 4 chemins, mais en plus de ça, bah, on fait en sorte que tu sois avec lui. Et puis en plus de ça, merde, okay. Le fait que le personnage devienne l'antagoniste, enfin la figure d'antagonisme du film à la fin, donc ça devient littéralement une forme de zombie. Quand tu regardes sa copine, elle a à 2 doigts de le buter, alors il devient tellement bestial, il oublie toute son humanité, et justement c'est ça qui est balèze dans ce film, c'est le film de zombies en général est utilisé aussi pour beaucoup critiquer l'humain. Je prends les films de Romero en exemple, c'est évident que bon bah les zombies en soi, ouais c'est cool, mais l'humain c'est vraiment la pure souche de caca quoi. Et là, je trouve que c'est la meilleure manière de le faire, de faire en sorte que les humains tels qu'on les connaît, donc les militaires à la fin, sont les pires raclures qu'on connaisse. Et pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose de très humain. Quand tu regardes cette phrase du colonel qui dit depuis que je suis à l'armée, je n'ai vu que des hommes tuer d'autres hommes. Et c'est ce que je vois avec cette pandémie. Tu te rends compte à quel point c'est... Quoi putain, c'est pute de penser comme ça, quoi. Et le mec en devient inhumain, parce que nous on appellerait inhumain, ce que je trouve très humain dans ce genre de situation, tu vois. C'est un mec, il a toute la saloperie de l'humanité qui est remontée, parce qu'il en a oublié tout l'amour, entre guillemets, qu'on puisse avoir. Et ce qui fait que Cillian Murphy survit à la fin, c'est parce que, justement, il s'est démerdé pour oublier toute son humanité. Le gars, il est parti dans un délire complètement bestial, il s'est dit, d'accord les mecs, vous voulez jouer aux humains, ben moi je m'en bats les couilles.
Et putain, c'est jouissif. Oh, c'est jouissif. J'ai rarement eu un film où je serre autant les poings de voir un mec se faire éclater les yeux à main nue. Ce film est parfait, ce film est génial. La musique, j'en parle même pas, la musique est folle. Bon, on va passer au numéro 6. Evil Dead 2. Alors bon, déjà, vous avez déjà vu sur cette chaîne que nous sommes très fans de Sam Raimi et du coup de Evil Dead. Mais pourquoi le 2 en particulier? Parce que je trouve que c'est la démonstration de... Je fais ce que je veux et je le fais bien. Sam Raimi a envie juste de s'éclater avec des bestioles démoniaques. C'est ça qui est génial, c'est à quel point le mec il a envie de s'éclater avec ça, que c'est un trip de gosse vraiment, mais que ça fonctionne et que si Evil Dead 2 avait été réalisé par quelqu'un d'autre, ça marcherait pas. C'est cette espèce d'humour noir qui sait gérer, mais comme il faut, avec la pointe parfaite pour pas que ce soit trop, pour pas que ça parte dans du graveleux, dans du genre juste dans du gore sans intérêt. La manière qu'il a de augmenter l'horreur au fur et à mesure du film, de manière à ce que ça s'arrête jamais. T'as l'impression que ce que tu viens de voir, c'était le plus ouf que pouvait faire le Necronomicon. Bah non, je m'en bats les couilles. Je te recolle une dose d'horreur et je te fais des trucs encore plus barrés et sortis de mon cul, tu vois. Ce film est génial. Bon, allez voir le Canap Hurlant si vous l'avez pas vu. J'en parle un peu plus en détail et je vous parle de mon amour pour cette saga en général, parce que bien évidemment le 1 et le 3 sont aussi excellents. Ça, c'est tellement autre chose. C'est que le 1 est un film d'horreur vraiment poignant et dur dans ce qu'il montre. Le 2 est un gros délire. Et le 3, c'est encore pire, c'est vraiment devenu, comme je le dis dans la vidéo, c'est devenu He-Man, vraiment. C'est vraiment une pépite, Evil Dead 2, quand je l'ai découvert, j'ai découvert assez tard, et quand je l'ai découvert, putain, ah, quel plaisir. Quel plaisir, ce film. Numéro 5, Massacre à la tronçonneuse. Oui, je suis très peu original. Oui, bon, ça va, j'aime des films cultes aussi. Massacre à la tronçonneuse, c'est comme Evil Dead, et je l'ai découvert assez tard. J'ai mis du temps à me le mater, et en plus parce que j'ai galéré à le trouver. Mais putain, quand je l'ai vu, je m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais tellement à autre chose. Déjà, je m'attendais à ce que le film soit beaucoup plus trash de ce que j'avais entendu. Tous les gens qui vont vous parler de Massacre à la tronçonneuse vous diront que c'est le film le plus horrible, le plus gore, tu te rends compte? Alors pour 73, donc la date de sa sortie, c'est gore, c'est pas vu encore à cette époque-là. Et donc en fait, Leatherface est devenu une icône du slasher par la suite vraiment. C'est que il n'était pas iconifié à la base, Leatherface. C'est un perso parmi tant d'autres. Ce qui fait qu'il est aussi badass, ce qui fait qu'il fonctionne, c'est parce que non seulement c'est le plus atroce de la famille, c'est le plus chelou, mais en plus de ça, c'est le moins humain. C'est que non seulement l'acteur fait 4 mètres, mais en plus de ça, putain, il agit tellement pas comme un être humain, il agit comme une espèce de gosse coincé dans un corps de Golgoth, ce qui lui rend un côté très glauque et surtout très original. Dans une ère où on a trop envie de faire des putains de caricatures, je prends Jason Voorhees, j'adore Jason, mais Jason ça reste ni plus ni moins qu'un grand gaillard qui avance et qui tue des gens. C'est devenu drôle par la suite, c'est super complexe. De toute façon, Vendredi 13, pour en parler en profondeur, il me faudrait toute une vidéo, j'ai prévu d'en faire. Mais pour revenir à Leatherface, on l'a réutilisé par la suite, dans le 2, j'ai pas encore vu le 3 ni le 4, mais j'ai vu que c'était pas le même personnage, c'était pas... Quand on voit le 2 de toute façon, c'est évident que ce sera pas le même. Mais il a évolué, et je suis curieux de voir comment il a évolué. Déjà dans le 2, moi ça me fait pleurer de rire. Si vous avez pas vu le 2, putain, c'est incroyable. Le 2 est détesté, mais détesté de tout le monde. J'adore ce film. J'adore ce film. Il est tellement naze, mais tellement excellent, comme dirait John et Ted. Enfin, le 2 est génial. Mais le 1, Allez, je digresse depuis tout à l'heure. Le 1, donc celui de 73, posait énormément de bases. Posait tellement de bases. Il y a quand même une grosse demi-heure du film où il n'y a pas encore de meurtre. Ça s'installe, ça se pose. Tu suis un groupe d'ados qui sont pas insupportables. Ça, c'est incroyable. On suit un groupe d'adolescents relativement cool, chill, super sympa, et pas insupportables. Même s'ils ont envie de ken par beaucoup de moments. Le fait d'avoir mis un personnage handicapé aussi, c'est une putain d'idée, ça. Pourquoi? Parce que un gars en situation de handicap, je crois qu'il n'y a rien de mieux pour te faire ressentir de l'horreur. C'est atroce de se dire que ce mec va jamais pouvoir courir, va jamais pouvoir fuir. Là où les autres, ils arrivent à courir et à se péter la gueule dans les forêts, lui, il peut juste pas courir. C'est ouf.
toute façon, Massacre à la tronçonneuse, c'est connu et reconnu pour être un classique, tout simplement. Et le film est vraiment space. L'intro, avec les putains de flashs sur des cadavres, non seulement ça te colle parfaitement dedans, mais en plus de ça, c'est te montrer de la violence et te la suggérer dans ce qui va se passer de la façon la plus horrible du monde, parce que tu te dis, attends, la seule chose que je vois, c'est des restes de cadavres. Et ils sont dans cet état. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Le fait que, par exemple, il y ait le vieux de la famille, le grand-père, qui soit dans son fauteuil roulant et qui ait l'air d'avoir 500 ans, vraiment, il a l'air d'être fossilisé. Et ça donne un côté tellement pas réaliste au truc, et quand tu sais qu'au début il y a marqué « inspiré de faits réels », c'est génial. C'est une putain d'idée, ça même. C'est les gens ont dû se chier dessus en 73, de se dire « attends. Ça là, ça peut nous arriver. » Waouh. Numéro 4, It Follows. Et là, encore une fois, oui, c'est pas supra original, parce que It Follows est parti de rien, c'est parti... à la base, c'était vraiment un tout petit film à la con, réalisé avec pas grand-chose. Et puis, il a commencé à se faire connaître, et on est arrivé à un moment où, en effet, tu parles d'It Follows, t'as une chance sur deux pour que les gens fassent « Ah ouais, c'est le truc avec le grand gars, là, qui avance dans le couloir, là ». Au moins ça, et je trouve ça trop cool. Moi, ça me rend très heureux que ce film soit connu. Et puis même, c'est grâce à ça que je l'ai découvert aussi, c'est grâce au bouche à oreille, c'est parce qu'on en a parlé. Quand je l'ai vu, tout le film m'a laissé en suspens, j'étais vachement dedans, j'adorais ce que je voyais, et la fin... Spoiler. Je vais mettre une grosse... spoiler, là, partout, là, comme ça, là. La fin, le fait qu'on ne te montre pas exactement ce qui se passe, qu'on te suggère simplement que ce soit ton côté parano qui fasse le taf, c'est génial, d'autant plus que le personnage qui est derrière eux est pas réellement en train de les suivre, il a pas la gueule que tous les autres ont avant, il a pas ce côté tout blanc là chelou, il a vraiment un côté mec banal en fait qui marche derrière eux, et ça résume tout le film, ça résume tu ne sauras jamais si non seulement ça peut te revenir dans la gueule, mais en plus de ça, si c'est vraiment ça, si c'est vraiment si c'est vraiment l'espèce de démon, cette espèce de truc sur lequel on n'a pas donné de nom. Fin du spoil. Par exemple, moi je suis très heureux qu'on n'ait pas donné de nom à la créature. Je suis très heureux qu'il n'y ait pas eu de suite pour l'instant. J'espère qu'ils vont pas surfer sur son succès. Ce film, pour moi, est quasi parfait parce que déjà j'adore l'autoréférence aux films d'horreur, dans les films d'horreur. Là, on utilise la référence d'une façon très habile. C'est-à-dire que non seulement c'est simplement un truc qui avance vers toi pour te buter, ça, je parlais de Vendredi 13 tout à l'heure, ça se voit que c'est vraiment fait pour, je dirais pas caricaturer, mais reprendre ce principe et en faire tout le topo du film. Et que ça fonctionne. Parce que le gars arrive à te donner un principe d'horreur qui est donc, tu kennes, tu meurs. J'en parlais tout à l'heure. Autant dans The Collector, tu kennes, ça te sauve la vie, autant dans It Follows, reste puceau, à vie. Le principe de base, c'est, comme dans les films d'horreur, on voit très souvent ce genre de code où, ouais, bah, le cul c'est très mauvais, oulala. Là, c'est pas que le cul c'est très mauvais, oulala, c'est que le cul te déglingue la mouille, mais sévère. Et puis en plus de ça, ce qui est cool, c'est que ça incite à ken, à droite à gauche, tout le temps, le personnage principal. Ça incite à presque être un enculé avec les autres. De se dire que, quoi qu'il arrive, tu vas refiler cette merde à d'autres gens, volontairement. Et puis putain, l'ambiance, quoi, la BO de ce film, j'ai rarement entendu une BO aussi classe que ça. Parce qu'en plus de ça, ça fait en effet référence au truc très joué en synthé des années 80, bien sûr. Mais avec un truc vraiment pesant et particulier. Le fait que ce soit une belle blonde, par exemple, ce personnage, c'est un peu l'icône vraiment de la virginité qui, ah là 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 là, je suis jolie, je suis tout propre, cassé. Parce que, bon, en effet, la nana, c'est une meuf normale, et que du coup, dès qu'elle ken, ça se barre en couille, et derrière, elle va être obligée forcément de niquer avec 2-3 de ses potes. Faut voir que le perso principal habite en face de chez lui. Ça fait référence aux Griffes de la Nuit aussi, là. Ça fait très Johnny Depp. Si vous connaissez pas la fin de Johnny Depp dans les Griffes de la Nuit, autant vous dire que c'est pas choucard, quoi. Mais dans le principe de, ils habitent en face, et toi, t'es obligé de voir l'atrocité qui va lui tomber sur la gueule, malgré le fait que tu puisses le prévenir, mais que t'y arrives pas. Ça, c'est vraiment habile. Et puis en plus, ça s'est repris sans faire trop dans la référence vraiment appuyée, juste subtil. Et je trouve ça génial. Plus le fait que le personnage marche, qu'il ait ce côté tout pâle, habillé en blanc. Ça fait très Mike Myers aussi, dans le délire, le côté inhumain.
du personnage, en plus du fait qu'il te fasse voir des trucs qui te font te poser plein de questions. Moi j'adore les films d'horreur qui te font poser plein de questions de toute façon. J'adore les films d'horreur où tu te dis mais c'est quoi ça, mais pourquoi? Parce que ceux-là te laissent dans l'inconnu total et te laissent te dire ah ouais, peut-être éviter de coucher avec qui que ce soit dans les prochains jours, moi. C'est excellent. Si le film arrive à te toucher à ce point-là, c'est que vraiment, il a fait son taf, l'enfoiré. Bon, j'ai fini avec It Follows, on va rentrer dans le top 3. Là, ça se corse. Et je pense que je vais passer un peu de temps à parler des prochains films, des prochains 3 films. Donc le troisième, dont je n'ai pas le DVD, très malheureusement, Haute Tension. C'est pareil, Haute Tension, j'en ai entendu beaucoup de bien, et beaucoup de mal, puis beaucoup de bien, puis beaucoup de mal. Et si, j'ai l'impression qu'il y a encore une espèce d'entre-deux avec ce film, où d'un côté, en effet, beaucoup de gens repèrent que c'est une grosse tuerie de la mort qui tue, et puis de l'autre, il y a des gens qui font non, non, la fin, non, l'ambiance, non, le français, non, là là. Merde, putain, Alexandre Aja s'est barré aux États-Unis. Fais chier quoi. Alors bien sûr, il a continué à faire des trucs de ouf comme La Colline à des yeux par exemple, ça c'est super connu. C'est triste de se rendre compte qu'il y a des réalisateurs comme ça français qui font des tueries dans ce goût-là, et puis qui finissent par se barrer parce que malheureusement, je sais pas pourquoi, les producteurs de cinéma ne veulent pas donner leur chance à des gens comme ça, des gens qui sont en plus de ça très talentueux, et putain, vous allez pas me faire croire que le film a pas marché, il a fonctionné sa mère. Je veux dire, à tel point que c'est Wes Craven qui a repéré Alexandre Aja pour faire La Colline à des yeux. Là, on a de la ref à beaucoup de films d'horreur, notamment dans le fait que Philippe Naon, putain, c'est simplement un putain de mec qui débarque, qui bute à peu près tout le monde, sans aucune raison. C'est vraiment un slasher, parce qu'on arrive dans une maison, il y a l'essence même des films d'horreur, c'est, tu sais, il y a une maison, il y a un truc qui veut du mal à d'autres trucs, et à la fin c'est horrible. Ça, c'est vraiment la base de quand t'as pas des masses de budget. Et la première fois que j'ai vu Haute Tension, je vais pas vous cacher que je m'attendais à ce que tout le film soit un peu dans le mood de The Collector. Que tout le film soit tourné dans la baraque, qu'on tourne autour de Cécile de France qui essaye de se barrer, essaye de fuir ce tueur. Je trouvais ça sympa, très sympa, l'ambiance me plaît de ouf, l'esthétique est géniale. Le côté complètement barré aussi de Philippe Naon dans la manière qu'il tue ces putains de victimes. Il arrache quand même une putain de tête avec simplement un meuble. Voilà, à partir de là, ton tueur est vraiment barré. On va revenir à Vendredi 13, toujours. J'adore le design de Jason, mais son tout premier design, avec son espèce de vieux sac de patates sur la gueule et son espèce de look de paysan là, c'est génial. Et ça reprend un peu le même principe avec Philippe Naon là, sans rentrer, attention, attention, je vais faire une petite aparté cinéma français, dans des films comme Chétane, ou bien alors Frontières. Dans l'un des deux, les mecs de Cambrousse sont des bouseux qui ne servent qu'à branler des chiens et parler de niquer sa sœur. Et puis dans l'autre, ce sont des nazis. Voilà, voilà. Là, les persos principaux sont à la campagne. C'est les persos principaux qui se font baiser à la campagne. Et le principe de mettre ça à la campagne française en plus, c'est génial parce que quand tu connais un peu la Cambrousse française, que tu sais à quel point tu es loin de tout, c'est excellent de se mettre à la place des personnages. Parce que putain, t'as envie qu'il se barre, t'as envie qu'il finisse cet enfer à la con, quoi. Et la fin. Cette fin. Alors, si vous l'avez pas maté, matez-le. Et vraiment, je vais spoiler. Ne regardez pas les spoils. La fin, c'est vraiment l'essence de ce putain de film. La fin. En fait, elle pose tellement de questions. Cécile de France est-elle vraiment pote avec Alex dans le film? Parce que on peut se poser la question, on peut se dire mais c'est quoi cette meuf? Est-ce qu'elle a vraiment... Est-ce que, moi dans ma tête, la nana, elle fait ça avec tout le monde. Genre elle est allée dans plein d'écoles avant, elle s'est démerdée tout le temps pour être pote, puis pour buter toute la famille de cette pote, ainsi de suite, et puis elle se fait choper là parce qu'elle a fini par tomber amoureuse d'une de ses victimes. Enfin, c'est une espèce de rapport hyper loup comme ça. Ou alors peut-être même que c'est juste l'envie du personnage tellement barré de sauver des mains d'un tueur la personne que t'aimes. C'est hyper glauque comme pensée. Et puis je pense que c'est des pensées que beaucoup de gens ont déjà eues aussi. Hein, ces espèces de pensées, ah je vais être un super héros, je vais la sauver, ouais. Mais poussé au max, et dans le côté, ah putain, faut passer par lui faire du mal avant. Et c'est excellent, c'est excellent. Putain, moi je ne l'avais pas vu venir. Ouais, certains diront que je suis un connard et que je vois pas les choses venir. Oui, peut-être, je l'avais très peu vu venir. Et à la fin, voir Cécile de France avec une scie circulaire courir après putain de Maïwen
dans les bois, avec cette espèce de tenue en plus qui fait super pulp, enfin... C'est génial. Ce film est une grosse tuerie, puis t'as des plans super barrés d'Alexandre Aja. Un plan qui reprenait aussi dans La colline a des yeux, c'est ce fameux plan qui zoome énormément, mais au travers de plusieurs centaines de mètres, pour arriver jusqu'à un personnage qui se rend compte de l'atrocité de la scène. Et bah là, on te refait le même genre, sauf que non seulement ça zoome, mais ça se déplace dans toute la baraque. Et il y a ce côté un peu qu'on a pu voir aussi chez James Wan, beaucoup, dans on a une maison, on va l'utiliser comme des oufs. Et on va se démerder pour que ta caméra elle vole et que ce soit simplement un truc inhumain qui va à droite à gauche. Bah là c'est vraiment ça, mais dans le côté horreur. Ça trace une espèce de ligne où ça les relie tous les deux, et ça les... Puis en plus c'est du Muse. Oh, je suis désolé, j'ai pas dit ça depuis le début. Il y a du Muse. Il y a du Muse dans ce film. Comment veux-tu que je n'aime pas ce film? Bon, on va enchaîner. Numéro 2, Carrie, de Brian De Palma. I don't want to stay with you, Mommy. Look, I'll answer the door and I'll tell him that you're sick. I'll tell him that you changed your mind. Sit down and be quiet. Alors, je vais faire un petit disclaimer à la con. Bon, le prochain Canap Hurlant est sur Carrie, voilà. Et il va mettre du temps à sortir parce que justement j'ai énormément de choses à dire dessus. Donc je vais pas trop en balancer dans cette vidéo. Sachez juste que là il est en top 2 de mes films d'horreur préférés. Et pour me l'être refait du coup récemment, refait et refait. Oh putain, à chaque visionnage, je découvre des trucs sur ce film qui me rendent dingue, qui me rendent amoureux de ce film incroyable. Déjà, je suis fanat de plans séquences. Donc vous vous doutez bien que de voir des plans aussi magiques que dans ce film... Ah putain, cette fin en or massif quoi. J'ai rarement vu une scène sans aucun dialogue, avec juste une ambiance pesante. Les bruits s'effacent, on a simplement la musique qui te rythme la fin. La scène du bal bien sûr, ouais voilà. Putain, c'est du génie, c'est génial, puis putain, c'est un des films les plus gênants que j'ai vu de ma vie. Et quand je dis gênant, c'est gênant dans le bon sens. Par exemple, j'ai regardé il y a pas longtemps Seul contre tous de Gaspard Noé. Beaucoup de gens m'ont dit que bah, ça va être un des films les plus gênants que tu vas voir de ta vie, waouh, atroce. En effet, j'étais gêné devant le film, mais j'étais pas gêné parce que le film est balèze et qu'il arrive à me gêner. J'étais gêné parce que je me disais, mais pourquoi je regarde oh putain, ça n'a aucun autre intérêt que bon, être horrible. Alors que dans Carrie, j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui me met autant mal à l'aise. Le jeu de Sissy Spacek est incroyable. J'ai revu des scènes, bah là en ce moment j'en vois beaucoup. Et putain, le passage où elle chiale au pied de sa mère, où elle bégaye. Et avant de dire avant de réciter la prière que sa mère veut lui faire réciter, elle sait qu'elle doit les sortir, mais elle veut pas. Et ça se sent dans son jeu. La meuf est balèze. J'adore ce film, je pourrais vous en parler pendant des heures de ce film. Je vais laisser la place au Canap Hurlant de façon de vous en parler parce que je pense que je l'ai fait plus habilement, déjà c'est écrit. Mais bon, Carrie, c'est un chef-d'œuvre, je ne trouve aucun défaut à ce film, je n'arrive pas à en trouver. L'avantage de faire cette vidéo par exemple, c'est qu'on peut en débattre, chose que j'ai pas dit depuis le début. Donnez-moi votre avis sur ces films. Donnez-moi votre avis, ou même mieux, donnez-moi votre top 10 de vos films d'horreur, conseillez-moi des trucs, si vous avez vraiment quoi que ce soit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas une seconde, hein, vraiment. Beaucoup de gens ont dit que c'était un teen movie, c'est pas un teen movie, c'est pas du tout un teen movie. Si vous voulez voir un teen movie de merde qui pue la mort, vous regardez tout ce qu'il y a eu après sur Carrie, à savoir la suite, le remake de 2002, le remake de 2013, tout ça c'est des teenager movies de merde, parce que ça cherche pas à faire autre chose que juste de parler à des ados et de faire « Eh, t'as vu ? C'est ça que tu veux, toi, c'est... Oh bah oui, voir une espèce de drama un peu, et c'est ça que tu veux... » Non, non, non. De Palma a parfaitement compris ce qui faisait des vrais personnages. Dans ce film, ce sont simplement des êtres humains. Sauf Margaret White. Margaret White n'est pas un être humain, Margaret White est un dieu Lovecraftien, je pense. Un truc au même level que Cthulhu, à mon avis. Mais à part ça, tous les persos sont vraiment putain d'humains, tu comprends parfaitement pourquoi Sue finit par avoir des remords par rapport à ce qu'elle a fait, sans en dire trop, putain, sans rentrer dans... Par exemple, cette scène de dialogue qu'il y a dans Carrie de 2013, cette putain de scène de dialogue qu'il y avait dans le bouquin aussi, qui est très sympa dans le bouquin, qui pue la merde dans le film, parce que dans ce film de merde là, ça sert simplement à t'exprimer tout ce que la réalisatrice n'arrive pas à t'exprimer parce qu'elle sait pas putain de tenir une caméra. Voilà. Et là, on n'a pas ça avec Brian De Palma. Pourquoi? Parce que Brian De Palma, c'est un monsieur talentueux. Voilà. Bon. On va parler du numéro 1. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que j'étais pas très original. Bon, numéro 1, Halloween de John Carpenter.
Oui, c'est très peu original. Oh, Halloween, meilleur film d'horreur. Oui, oui. Forcément, je sais pas ce qui me touche autant avec ce film. John Carpenter est un putain de génie. Hein, j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui est aussi parfait dans ce film. Je suis désolé, c'est très compliqué aussi, hein, parce que c'est beaucoup plus facile de tracher un film que d'en dire du bien. Et là, je me retrouve à devoir dire du bien de ces films. Et autant sur les autres ça va, autant sur Halloween, je trouve que tout est parfait. Je trouve que l'ambiance est tellement bien gérée. Le côté... Là, vous voyez, je parlais de Tales from the Crypt tout à l'heure. On a relativement ce genre de truc-là, mais de la façon la plus subtile au monde, à savoir, il y a un fantôme dans ce film. Et ce fantôme, c'est Mike Myers. Et putain, l'asile avec les fantômes, justement, avec tous les putains d'échappés qui sont juste des fantômes, des espèces d'âmes perdues, dans lesquelles viennent se paumer cette espèce de psy qui arrive dans ce qui semble être son enfer, hein, visiblement. Ou alors son purgatoire. Vous savez, ça ressemble vraiment à quelque chose en plus de ça dans l'image, ils sont paumés. Il y a un asile juste à côté, mais tu peux pas le situer. Je pense que je suis sûr qu'il y avait même pas d'asile sur le tournage, parce que tout est tellement noir autour d'eux, et ces échappés ressortent tellement blancs parmi cette nuit. C'est vraiment des putains de fantômes, et c'est vraiment un conte, Halloween. Halloween, c'est vraiment juste un conte qu'on se raconte autour d'un feu de bois, sauf que là c'est le conte le plus taffé, le plus propre, le plus peaufiné que tu puisses faire avec le meilleur tueur au monde, parce que je suis navré, mais Mike Myers est un des meilleurs tueurs de slasher et un des meilleurs tueurs tout court qui ait jamais été fait. Mike Myers est instoppable. Et ce qui fait qu'il est instoppable... il y a un plan, ouais, il y a un plan que je peux reprocher au film. Il y a un plan, allez mater la vidéo de François Terrel, donc le Fossoyeur, sur ce plan en particulier, que je ne comprends pas également. J'ai une théorie par rapport à ce plan. Donc, en gros, à la fin, Mike Myers, il se fait attaquer par Laurie Strode, et il lui retire son masque, puis t'as Loomis qui arrive, et Mike Myers rentre dans la lumière, et remet son masque. Sauf qu'il rentre dans la lumière quand il n'a pas encore son masque. Donc on voit la gueule de Mike Myers. Très malheureusement, je trouve que ça pète un peu l'icône du truc tellement inconnu qu'est Mike Myers, hein, cette espèce d'incarnation du mal, comme il le répète dans le film, parce que on voit sa gueule. Et l'intérêt, ce serait de pas voir la gueule de Mike Myers. Ma théorie, c'est que John Carpenter, après tout ça, après tous ces moments où on te dit que c'est le mal, après que tu l'aies vu, que c'était le mal, veut te rappeler que ça reste simplement un être humain à l'intérieur. Je pense qu'il a voulu te montrer juste... Au fait, tu vois, depuis le début, je te dis que c'est le mal et tout. Chut. Oublie pas que ce mec-là, ça peut être n'importe qui se ramène chez toi à tout moment. C'est simplement un de tes semblables humains. Donc je pense que c'est ça. Là-dedans aussi, je trouve que c'est assez habile. Malheureusement, je suis pas hyper fan de ça. Je trouve que ils avaient fait un montage dans le 2, dans l'intro du 2, où ils avaient cuté ce passage. Parce que je pense que ce qui est... je vais buter mes voisins. Parce que je pense qu'ils ont capté que les gens avaient adoré ça. Ils avaient adoré le côté inhumain. Alors, on va mettre quelque chose aussi au clair. Moi, je suis allé jusqu'à Halloween 4. Je vais mater la suite dès que je pourrai. J'ai vu les Halloween de Rob Zombie et le remake de 2018. Le remake suite. Décidément, il n'y a que le 1 qui vaut le coup. Il n'y a vraiment que ce film qui est parfaitement géré de toute façon. Parce que c'est pas ce que John Carpenter voulait faire comme suite. Halloween, c'est pareil, je pourrais en parler des heures. Je pense qu'il y a un moment ou un autre sur cette chaîne où je reviendrai à reparler de ce film. De toute façon, ce film et cette saga en général. Bref, Halloween 1, c'est une pépite. C'est un cadeau du ciel, ou des enfers, si je puis dire. Mike Myers, c'est un de mes personnages de fiction préférés, tout confondu. Je trouve ce perso tellement juste dans ce qu'il fait, je trouve ce film tellement juste dans ce qu'il fait. Puis même... Ah putain, ça y est, j'allais faire une conclusion, mais c'est bon, je me retrouve à parler encore. Quand on voit certains passages du film qui n'ont aucun sens, par exemple, t'as des moments où t'as des portes qui se ferment toutes seules, sans aucune explication. T'as Mike Myers qui suspend un gars juste en le pilotant un petit canif dans le bide. Ça n'a aucun sens. Le film en a conscience. Pourquoi il en a conscience? Parce que Mike Myers invoque des forces tellement surnaturelles que ça en devient un truc surnaturel. Avec des portes qui s'ouvrent parce que il a voulu te montrer cette putain de meuf coincée dans un placard. Donc la porte elle s'ouvre, rien à foutre, on t'explique pas autrement pourquoi. La porte s'ouvre, parce que c'est comme ça. Bref, ce film est parfait, et donc j'ai estimé que c'était mon film d'horreur préféré. Parce que dans ce qu'il représente dans le rapport qu'il a à l'horreur pure et dure, c'est pour ça d'ailleurs que je peux pas mettre Carrie au même niveau, c'est parce que Carrie est bien plus subtil dans l'horreur et dans les rapports horrifiques qu'il peut évoquer. Là où Halloween, bon, c'est un film d'horreur, c'est casé, c'est un film d'horreur, et c'est un des plus grands films d'horreur qui ait jamais été fait à mon goût, avec
tous les autres films que j'ai cités donc dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu dans tous les cas. Et puis, comme je vous disais, vraiment partagez-moi tout ce que vous voulez. Parlons Parlons de choses et d'autres. Si vous voulez me parler d'horreur, si vous voulez me parler de votre top à vous d'horreur, si vous voulez même débattre avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec les avis que j'ai énoncés, allez-y. Vous pouvez partager, liker, on connaît déjà la sauce, hein. Et puis, pareil, si vous êtes fan d'horreur et que vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au Canapé Hurlant, parce que je parle d'horreur de façon plus approfondie, entre guillemets. J'écris vraiment mes textes et je me démerde pour que ce soit propre. Donc voilà, j'espère que ces formats vous plairont et j'espère que ce top vous a plu. Là-dessus, je remets mon masque dégueulasse et je vous dis adieu.